Cette session concerne donc beaucoup de données, big ou moins big, et j'appelle pour commencer, premier orateur, Yves Gandon, qui est professeur de radiologie, responsable du pôle de radiologie du CHU de Rennes, ou en tout cas qu'il a été jusqu'à il y a peu de temps, et qui depuis de longue date est très intéressé par ce problème du traitement des données. Merci Yves. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, comme c'est d'usage, je vais remercier Alain et Marc de m'avoir invité, mais seulement de m'avoir invité, parce que pour le choix du titre, on peut un peu plus discuter. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas ce que ça veut dire. Alors, je suppose que... Alors, ils avaient peut-être suivi un cours ou un séminaire sur l'oxymore, peut-être. Ou alors, la Mirabelle a peut-être joué un petit peu aussi. Enfin, ou peut-être les deux, hein, j'en sais rien. Voilà. On va utiliser ça, c'est plus facile. Alors j'ai demandé avis à Denis Régent, qui m'a dit que lui, il utilisait souvent cette expression-là parce qu'il pense sans arrêt au verre de Boileau quand il prépare une présentation. Donc ça m'a aussi un peu aidé, mais ça ne m'a pas donné beaucoup de pistes pour aller plus dans le détail. Alors j'ai demandé à Google. Google m'a dit que c'est la première chose qui sort quand on tape l'expression. On a un jeu de société. Je ne pense pas que ce soit ça non plus que vous vouliez que j'aborde. La version latine, en fait, de cette expression correspond en fait à la devise de l'empereur Auguste ou encore de la famille Médicis. Et là, je pense que ce n'est pas non plus de ça que vous vouliez que je parle. Alors j'ai trouvé un livre très intéressant qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'un scientifique italien qui décrit que finalement les outils modernes avec un peu genre Twitter et des choses comme ça, ça pouvait détruire notre réflexion profonde. Alors on en connaît quelques exemples, mais là aussi c'est pareil, c'est pas tout à fait de ça dont ils voulaient que je parle. Et en plus, comme j'aurais demandé d'acheter le livre, ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus de budget et ils m'ont demandé de me recentrer sur le partage des informations. Bon, d'accord, ok. Donc le titre était intéressant, mais on va surtout parler du partage des informations. Alors c'est vrai qu'en réalité, le partage des informations dans le monde radiologique, ça avance vite, mais aussi lentement. Alors pour nous, disposer de l'information, c'est avant tout disposer des images. Alors disposer des images des images statiques, de la vidéo, on parle de PAX, de MAX pour le multimédia. Donc c'est relativement simple. La réponse aujourd'hui, c'est pourquoi parler de ça? On a l'information, les images sont en ligne. Tout est en ligne dans notre hôpital. Mais en fait, les patients, ils peuvent avoir été explorés ailleurs, à la fois dans le territoire, en dehors du territoire, mais aussi dans le public et dans le privé, et vice-versa. Donc si on prend l'exemple d'un neurochirurgien aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de neurochirurgie dans le privé, donc on peut imaginer que la moitié de ces patients viennent du privé et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, il ait une grande facilité pour consulter les images de ces patients quand il les voit en consultation, quand ils ont été faits dans le privé. Et l'inverse est aussi possible, bien sûr, dans l'autre sens. C'est un exemple. Donc comment est-ce qu'on peut échanger un peu mieux les images ? Alors, c'est vrai qu'il y avait une chose qui marchait pas mal, c'était l'utilisation finalement du CD-ROM, puisque le CD-ROM avait à la fois un rôle de support d'archivage, bon, avec une durée qui n'est pas extraordinaire non plus, et aussi un rôle de distribution. Alors, on a dit qu'on allait supprimer ce mode d'archivage, on va passer à un autre mode, avec un PAX, mais on a oublié que parfois, de temps en temps, il avait aussi un rôle de distribution, qui était relativement simple, puisqu'on pouvait le tenir dans la main, on pouvait l'envoyer, on pouvait le donner un petit peu à n'importe qui. Alors, il faut penser un petit peu à répondre à la difficulté que ce mode n'existe éventuellement plus. Alors, on peut toujours avoir la possibilité que quelqu'un nous appelle pour refaire un CD-ROM et pour lui l'envoyer. C'est ce qu'on fait quand on n'a pas les images et que le site ne peut pas nous les envoyer de façon électronique. Alors dans un territoire, il y a eu des tas de projets qui ont émergé et qui ont fait qu'on peut, dans un territoire, avoir une communication un peu plus précise, enfin un peu plus simple. Dans notre territoire à nous, autour de Rennes, il y a un certain nombre d'hôpitaux et chacun a son PAX et les PAX sont interconnectés, ce qui fait que dans notre station de travail, quand on a la liste des patients, on a aussi bien les patients qui ont été explorés au CHU de Rennes que dans un autre site du territoire. Et on peut regarder les images avec bien sûr un temps de transfert, puisque les images sont encore
dans l'autre hôpital, un léger temps de transfert lorsqu'on veut voir un examen d'un autre hôpital, mais c'est tout à fait acceptable quand on ne le fait pas trop souvent et quand on a l'essentiel de ces images sur son site. Alors on utilise ça pour de la téléradiologie, pour des gardes, mais parfois quand on a besoin d'avoir directement les images sur place, on utilise un autre mode de transmission. Alors ça aussi, je pense qu'un certain nombre de gens l'utilisent, c'est la notion de serveur de médiation. Donc on a un serveur de médiation qui est largement répandu en France et qui permet d'envoyer des images vers ce serveur de médiation qui se charge de les router vers un autre hôpital. Donc là, je vous affiche la liste des hôpitaux qui utilisent ce serveur de médiation et à qui je peux envoyer des images. Bien sûr, il y a toute la Bretagne, mais il y a aussi, je peux très bien envoyer à la PHP, à l'IGR, mais c'est le site qui envoie qui prend la décision d'envoyer, ce n'est pas le site qui a besoin des images qui va prendre la décision de les rapatrier. Donc ça passe forcément soit par la décision d'envoyer d'emblée quand on sait que le patient va avoir une consultation dans un autre hôpital. Par exemple, si le patient nous dit « je vais à l'IGR la semaine prochaine, est-ce que les images peuvent y être ?» On dira « oui, on peut les envoyer à l'IGR ». Mais ça peut aussi passer par un appel téléphonique pour dire d'envoyer les images. Alors si Nancy m'appelle, là je suis un peu embêté, parce que si Alain Blum veut prendre en charge un patient qui a été exploré à Rennes et qui veut le scanner, là je n'ai pas Nancy dans ma liste. Donc là je suis ennuyé et je vais lui proposer autre chose. Alors l'autre chose, c'est comme on a remplacé les CD-ROM par des serveurs de résultats, on a mis sur les serveurs de résultats des images en JPEG. Alors, je ne sais pas si Alain va être satisfait de regarder des images en JPEG. Il va peut-être me dire, non, ce que je voudrais, c'est le patient, il est définitivement sur Nancy, on voudrait récupérer l'ensemble de son scanner en DICOM. Alors, il y a un petit bouton, récupérer les images en DICOM. Alors, j'ai testé, parce que finalement, moi, je ne le fais jamais sur mon site. Et ça met quand même un bon quart d'heure pour récupérer un examen anonymisé, totalement anonymisé en DICOM. Mais c'est une option qui doit exister parce que ça permet à ce moment-là de prendre en charge, de récupérer les images DICOM à distance. Alors bien sûr, pour avoir accès à ces informations, il faut avoir les droits, le mot de passe nécessaire pour cet examen. Voilà, DICOM anonyme, et puis j'ai récupéré ça en local. Alors, bon là, on est resté dans le domaine public, mais finalement, la difficulté qu'on rencontre bien souvent, c'est qu'on a le problème également avec le privé. C'est-à-dire que ce qu'on vient de dire pour Nancy, finalement, je l'ai avec les radiologues privés de Rennes, ou même les radiologues privés de la Bretagne, on a cette difficulté. Et c'est aujourd'hui, le cloisonnement est plus à ce niveau-là qu'entre les hôpitaux publics. Alors l'idéal, et on y pense, on y travaille, je sais qu'ici dans l'Est aussi il y a une réflexion sur ça, l'idéal c'est probablement de disposer d'archives régionales qui contiendraient les examens, non seulement les examens d'imagerie, mais beaucoup d'autres choses, qui arriveraient dans ces archives régionales à partir du moment où on les valide, ce qui donnerait une valeur probante médico-légale, en plus, à ces examens. Donc, on y pense tous, mais il ne faut pas concevoir ces archives uniquement comme des systèmes de stockage. On va voir que je pense qu'il faut que ça aille beaucoup plus loin que cela, et on a eu un exposé hier soir qui nous dit bien que ça doit aller beaucoup plus loin que ça, et probablement qu'il faut réfléchir non seulement au mécanisme d'archives, mais au mécanisme de récupérer ces informations. Alors du coup, comme on envoie dans un système d'archives, on pourrait imaginer de ne plus avoir en local la nécessité d'archiver et d'avoir quelque chose de plus volatile qui nous permettrait de faire un stockage temporaire. Mais pour qu'on puisse communiquer entre nous tous, et y compris le public et le privé, bien sûr, il faut qu'on ait un numéro d'identification patient qui soit relativement stable, et heureusement, ça vient avec une certaine lenteur, pour reprendre un peu le titre, mais cela vient et cela doit arriver normalement en 2020. Bon, il y aura sûrement beaucoup de choses à faire pour que ça soit bien mis en place dans tous les établissements, mais on devrait y arriver.
Bon, il reste le problème des droits d'accès. Bien sûr, on peut imaginer que voir les données d'un patient que si on le prend en charge, et puis il faut qu'il y ait une traçabilité de tout ce qui est fait. Mais là, je rappelle bien que la difficulté qu'on va avoir dans les projets, c'est que bien souvent, c'est considéré comme des archives locales pour les hôpitaux publics, alors qu'il faut absolument que ces archives contiennent à la fois les examens publics, les examens privés, parce que les patients naviguent entre les deux mondes et ne s'arrêtent pas, bien sûr, à cette dissociation. Alors sinon, on aura toujours la possibilité d'utiliser le CD-ROM, mais je pense qu'il faudrait quand même qu'on s'en passe. Alors toute cette information peut être volumineuse et va arriver sur nos espaces de travail. On a déjà le système de gestion de radiologie, le PACS. Sur le PACS, on peut cliquer sur un bouton pour accéder à l'information du patient. On a éventuellement même des serveurs 3D. Tout ça, c'est plus ou moins intégré et ça fait beaucoup d'informations. Alors, ma conviction, c'est qu'il faut qu'on travaille sur, et on en a parlé aussi lors des précédentes sessions, il faut qu'on travaille sur l'évolution de l'informatique en santé, et qu'aujourd'hui, on voit quand même que se dessine un web très puissant, très performant, puisque maintenant, on peut avoir des véritables applications en web. Donc, on voit apparaître un Internet, un intranet, qui doit prendre de plus en plus de puissance avec des interconnexions, des hyperliens qui doivent fonctionner, non seulement dans le monde de l'intranet, mais aussi avec les applications, les PACS, les clients de PACS, les clients de stations, je préfère pas regarder, je verrai ça après, les clients de stations, en fait, doivent aussi répondre à des hyperliens contextuels. On peut, par exemple, aujourd'hui, lancer notre PACS par un lien, un hyperlien web. On peut ouvrir une série simplement par un lien web sur le PACS. Et en fait, tout ça doit s'interconnecter de façon à ce qu'on puisse utiliser l'information qui est partagée de façon très correcte. Alors, ça doit dépasser l'établissement, puisqu'on doit aller vers cette notion d'archives régionales, voire interconnectées entre les régions, pour arriver à quelque chose qui pourrait être un cloud santé. Alors ça, c'est juste des images pour vous montrer qu'on peut, avec des navigateurs web et uniquement en utilisant la technologie web de JavaScript, visualiser parfaitement des images d'ICOM, voire même faire de la reconstruction. Et il y a même un PACS qui est présenté sur les stands ici et qui fonctionne uniquement avec des outils web. Donc, aujourd'hui, on peut imaginer d'intégrer cette information. Et bon, je vais essayer de vous simuler un petit peu ce que pourrait être... il y a des choses qui existent, il y a des choses qui n'existent pas, ce que pourrait être la visualisation de cette information partagée. L'un des premiers partages qu'on a, c'est aussi à l'intérieur de l'établissement, c'est de recevoir les demandes bien structurées. Et on aimerait tous recevoir ce type de demande où les informations essentielles et uniquement celles dont on a besoin, et peut-être que l'intelligence artificielle nous aidera à choisir, à afficher uniquement l'information dont on a besoin, mais on aimerait tous recevoir ce type d'informations. On en a parlé aussi dans le suivi oncologique. C'est bien rare d'avoir la notion de baseline dans la demande d'examen. Et de savoir que le scanner a été fait en ville, ça nous aide aussi pour savoir qu'on ne va pas pouvoir faire un RECIST facilement. On accède à l'information du patient qu'on est en train de regarder. Alors nous, on accède à l'histoire qui est à l'intérieur de notre établissement, mais si on veut dépasser un petit peu ces frontières, il faudrait qu'on puisse rêver un peu. Alors bien sûr, avec toute la précaution nécessaire, mais l'idéal, peut-être, ça serait de pouvoir interroger le dossier du patient qu'on est en train de regarder en se disant, mais ce patient, est-ce qu'il a une histoire de cancer du côlon? Et à ce moment-là, comme on a ça dans la vie par ailleurs, hein, donc l'information qu'on va stocker et qu'on va mettre dans les archives régionales et éventuellement interconnectées, il faut que cette information soit structurée, soit analysable, soit requêtable, sous réserve bien sûr d'avoir les droits et d'être en train de prendre en charge un patient, mais cette information doit être aussi simple et aussi accessible et on doit pouvoir la requêter avec des méthodes de type web pour obtenir des résultats.
On a l'historique aussi en haut là, du patient. On peut aller chercher les images qui nous intéressent dans son dossier. En tout cas, les dossiers qui sont, nous, dans notre espace territorial. Mais vous avez vu que le scanner a été fait en ville, donc ça, on ne l'a pas. Et donc ça, c'est un problème de fond. Et là aussi, il faudra qu'on puisse aussi bien regarder tous les scanners, tous les éléments du patient. Mais évidemment, pour certains patients, ça peut devenir absolument kafkaïen. Et on peut se retrouver avec une information qui est colossale. Donc, il faudra là peut-être aussi que l'intelligence artificielle, bon, puisqu'il faut l'utiliser, puisque c'est à la mode. Donc, l'intelligence artificielle nous aide pour bien classer les informations, parce qu'au final, quand on regarde un patient comme ça, moi, ce que j'aimerais, c'est poser un clic sur un endroit et puis dire qu'est-ce que tu trouves dans l'historique du patient qui concerne cet endroit. Et il irait me chercher, ou qui concerne cette pathologie, et il irait me chercher tout ce qui concerne la pathologie. Je choisirais ce que je veux, et instantanément, il se mettrait automatiquement sur le bon endroit, en allant chercher les images qui correspondent en fait à cette comparaison. Donc, ça avance, hein, on a beaucoup de choses qui sont proches de ça, c'est un peu pas encore suffisamment intelligent, mais ça avance quand même pas mal. Ensuite, c'est bien gentil de réclamer des informations structurées, mais il faut aussi, nous, apprendre à les structurer. Il faut que l'on produise des big data, il faut que l'on prépare le travail du suivant qui va avoir envie d'avoir des données structurées pour gagner du temps avec son interprétation. Donc c'est possible dans les cas simples, mais ça peut être difficile dans les cas complexes. Alors quand je parle de texte structuré, je ne parle pas par exemple, de compte rendu avec des mots-clés ou avec uniquement des menus déroulants comme ça. C'est un texte structuré, mais pour moi, on arrive à un résultat où on a un examen et à côté, on a un compte-rendu. Mais on n'a pas forcément de lien entre les mots du compte-rendu et les endroits de l'image, enfin de l'examen, qui correspondent à la pathologie. Or, il faut créer ces liens ces hyperliens entre des éléments diagnostiques et des images. Et donc, dans le futur, peut-être qu'on aura ce type d'outils avec des informations choisies automatiquement par l'intelligence artificielle qui ont un lien avec la tâche qu'on est en train de réaliser. Probablement qu'on aura un CAD qui sera passé, peut-être aussi avec un certain degré d'intelligence artificielle, sur les images juste avant l'interprétation et qui nous sortira tout de suite qu'il y a des choses qui ont été repérées par le système. Tous ces éléments-là peuvent être détectés relativement automatiquement, puisque ce sont des éléments, par exemple, si on regarde la stéatose hépatique, le système est capable globalement de repérer le foie et de savoir que la densité du foie est basse. Le système, on valide à ce moment-là, on dit oui, d'accord, je suis d'accord avec lui. Le système peut repérer qu'il y a des kystes denses du rein, oui, d'accord, je suis d'accord avec lui. Et puis, beaucoup plus dur, mais c'est possible, c'est possible pour le poumon. Peut-être que ce sera possible pour l'abdomen d'aller chercher, par exemple, dans un petit coin, un nodule de carcinose, ou en tout cas attirer notre attention sur un potentiel nodule de carcinose péritonéale, qu'on validera ou qu'on ne validera pas. Mais le système ne pourra pas tout voir. Et quand on veut affirmer qu'il y a quelque chose à un endroit, eh bien à ce moment-là, il faut qu'on agisse, et qu'on agisse en cliquant sur l'endroit ou en faisant une mesure, et puis ensuite qu'à cet endroit-là, avec la reconnaissance vocale que l'on a disponible dans toutes les applications, eh bien que je dicte quelque chose qui sera peut-être analysable par le système et structurable par le système, qui me donnera ensuite des mots-clés, et dans lequel je peux aussi, avec éventuellement un menu qui me permet de choisir un certain nombre de choses. Et toutes ces informations-là, une fois que je les aurai validées, le compte-rendu partira vers le compte-rendu, et une information structurée partira vers une base de données. Alors vous allez me dire, c'est du futur. Peut-être, peut-être. On a vu aussi la radiomie qui pouvait aussi nous aider pour faire des diagnostics, pourquoi pas. Mais finalement, quand on regarde, il y a déjà, alors je me fais un petit peu de pub personnelle, mais il y a déjà, je connais déjà certaines applications qui font déjà ça. Ceux qui utilisent cette application où on met des ROI sur le foie pour avoir le fer et la graisse dans le foie, et bien derrière, ça génère automatiquement un compte-rendu, et puis éventuellement, ça structure des données qui peuvent partir vers un serveur local ou distant,
Et finalement, tout ça, c'est techniquement possible. Il faut simplement trouver les bonnes applications pour le faire. Alors ensuite, toute cette information structurée, on a besoin de l'envoyer au correspondant, on a besoin de l'utiliser aussi pour notre retour, pour nous améliorer. Le correspondant, bien, on va essayer de lui envoyer un email sécurisé, en sachant que, par exemple, l'API-Crypt, aujourd'hui, ne peut pas envoyer de documents enrichis, et puis tous les médecins ne sont pas abonnés à API-Crypt. Bon, il y a d'autres systèmes qui sont un peu plus évolués, mais est-ce qu'on arrivera à quelque chose de vraiment efficace dans cette distribution ? Et peut-être être sûr que le médecin a lu, donc des accusés de réception, des mécanismes d'alerte s'il n'a pas lu. Enfin, il y a toute une réflexion à avoir sur la distribution. Et on peut aussi imaginer que cette information partagée, structurée, puisse être utilisée pour des tableaux de bord personnels, voire même d'institutions ou de régions. Et là, on peut arriver un petit peu loin, arriver un peu dans le Big Brother. Parce qu'on a vu, Maxime Renaud nous a fait un très bel exposé hier sur « je vais apprendre de mes erreurs », mais qui vous dit que vous avez fait une erreur? Il faut que le système vous dise que vous avez fait une erreur. Alors vous pouvez avoir le correspondant qui vous appelle en disant « dis donc, tu t'es trompé ». Bon, ça, c'est pas forcément très agréable. Ou alors, il vous appelle pas, puis il n'en pense pas moins. Il sait que vous êtes trompé, il vous regarde de travers. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est savoir quand est-ce que je me trompe. Alors, je ne veux pas non plus afficher ça sur la place publique, bien qu'au final, si quelqu'un se trompe très souvent et vraiment pas bon, peut-être qu'il faut quand même qu'il en prenne conscience et que les soins s'améliorent. Après, ça peut vraiment devenir Big Brother et il faut savoir où s'arrêter. Donc, pour le partage des informations, vous avez vu que technologiquement, ça bouge vite. Il y a des choses qui vont très vite. Mais finalement, dans notre quotidien, ça n'avance guère. Donc, on retrouve un petit peu la notion de titre qu'on m'a donnée. Et en particulier, un endroit où ça n'avance pas beaucoup, alors que technologiquement, il n'y a aucune raison que ça n'avance pas, c'est entre les échanges publics-privés. Donc il faudra pas mal de temps aussi pour que d'autres fonctions de type intelligente améliorent un petit peu notre quotidien et nous permettent d'utiliser toute cette information partagée. Et à mon avis, une structuration sera certainement nécessaire pour qu'on aille plus loin dans les capacités d'utiliser cette information. Et je vous remercie de votre attention.